Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre flash de la mi-journée sur TV Vendée. L'information de ce vendredi 16 juin, ce sont les aveux de Michel Pial cette nuit durant sa garde à vue à La Roche-sur-Yon. Après de longues heures d'interrogatoire, il a fini par reconnaître avoir tué sa femme, Karine Esquivillon, disparue depuis le 27 mars. Michel Pial prétend qu'il s'agit d'un accident, d'une balle perdue alors qu'il nettoyait un fusil. Une version que les enquêteurs ont du mal à croire. Michel Pial se trouve actuellement au palais de justice de La Roche-sur-Yon. Il a été rejoint par son avocat 2 heures plus tard. Je vous propose de l'écouter lors de son arrivée. Là, je vais voir mon client. Là. D'accord. Comment s'est passé la nuit? Quand même de passer aux aveux, mais je ferai une déclaration à la sortie. Là, je vais juste aller le voir et après, je dirai quelques mots à la fin. Mais voilà. Ok. Il va être présenté. Effectivement, il est déféré, donc c'est ça l'enjeu, c'est qu'il soit présenté à une instruction. Voilà. Merci beaucoup. Merci. À tout à l'heure. Merci. Antoine Horry qui explique en fin de séquence que son client est déféré et que l'enjeu est qu'il soit présenté à un juge d'instruction. Michel Pial et son avocat sont donc ensemble pour élaborer une stratégie de défense. Au palais de justice de La Roche-sur-Yon, on retrouve Agathe Poulet qui revient sur les événements de cette matinée. Depuis ses aveux de cette nuit, tout s'est accéléré dans la matinée de ce vendredi. C'est vers 4 h du matin qu'il aurait finalement indiqué aux gendarmes où se trouvait le corps de Karine Esquivillon. Son corps qui a été retrouvé dans un bois entre Chaland et Saint-Christophe de Ligneron. Un fusil a aussi été repêché dans la vie qui coule à proximité. Michel Pial est arrivé à 8h27 au palais de justice où il a été déféré par 2 juges d'instruction. Concrètement, le magistrat l'entend dans le cadre d'un interrogatoire de première comparution avant de prendre la décision de le mettre en examen ou non. Son avocat, lui, est arrivé à 10h30. Il va pouvoir prendre connaissance du dossier et des éléments de preuve retenus contre son client. Pour le moment, nous attendons toujours d'en savoir un peu plus sur la décision des 2 juges d'instruction. Et nous reviendrons sur la suite des événements et de la procédure dans notre édition de 18h. Direction les Pays-Bas à présent, à La Hague plus précisément, avec ces images impressionnantes de la collision entre le bateau de l'équipe Guyot Environnement, avec à sa tête le Vendéen Benjamin Dutreux, et celui de l'écurie américaine 11th Hour Racing Team. Ça s'est passé ce jeudi soir, juste avant le départ de la 7e et dernière manche de The Ocean Race, course autour du monde en équipage et par étapes. Aucun blessé n'est à déplorer, mais les dégâts matériels sont importants. Les 2 bateaux sont rentrés au port. L'équipe de Benjamin Dutreux a annoncé abandonner la course et se mettre à disposition pour aider l'équipage américain, actuellement en tête du classement général. On était au près et le bateau et l'Evenhour est apparu devant nous tribord à mur très rapidement et j'ai essayé de tirer la barre pour passer derrière. Peut-être qu'il aurait fallu au fait, je sais pas, mais je pense que ça aurait été dur d'éviter le contact. Voilà, c'est une grosse erreur de notre part, on aurait dû les voir venir par sous le vent. Je voyais rien sous le vent et voilà, mais je prends ma responsabilité de skipper, c'est de ma faute et c'est juste dur aujourd'hui de rentrer dans un bateau et dans une équipe qui nous ont beaucoup aidés. Voilà, maintenant on va essayer de faire ce qu'on peut pour les voir gagner cette course et ce serait triste que ce soit de notre faute qu'ils la gagnent pas en tout cas. Une bonne nouvelle maintenant pour les automobilistes qui se déplacent entre la Vendée et la Charente-Maritime. La circulation sur le pont du Brau va pouvoir reprendre ce vendredi à partir de 18h. Depuis un mois, quasiment jour pour jour, on ne pouvait plus emprunter ce pont en raison d'une casse sur un vérin. Les réparations touchent à leur fin. Les élus des 2 départements se sont retrouvés hier pour l'annoncer. Le calendrier évoqué fin mai est respecté et la circulation va donc pouvoir reprendre. Alors l'attente, elle a été assez longue, mais en même temps elle est relativement courte quand on voit la taille du vérin. La première chose, c'était en effet de stabiliser le tablier puisqu'il était maintenu en hauteur alors que le vérin était tombé. Comme ça a été dit par la présidente du conseil départemental de Charente-Maritime, il y avait une fissure à l'intérieur qui n'était pas détectable, donc on ne pouvait pas prévoir. Donc effectivement, la première chose, c'était de stabiliser le tablier. La seconde chose, c'était en effet de permettre la redescente du tablier en douceur. C'est ce qui s'est passé ces derniers jours avec un certain nombre d'entreprises que l'on remercie. Et effectivement, la troisième action, c'était de remettre le vérin et le réactiver pour permettre la réouverture du pont à la navigation dans les prochains jours.
La 16e édition du Hellfest a débuté ce jeudi du côté de Clisson, en Loire-Atlantique. 60 000 festivaliers amateurs de métal sont attendus chaque jour jusqu'à dimanche. Des festivaliers qui, pour la plupart, logent au camping, mais pas tous. Certains cherchent un peu plus de confort et cela profite à des Vendéens qui mettent à disposition leur logement. C'est le cas de Dimitri à la Bruffière. Habitué du Hellfest, il a décidé cette année de proposer une offre agrémentée d'un service de transport pour 35 € par nuit et par personne. Alix Lanos. Dimitri termine de préparer les 2 chambres de sa maison à la Bruffière qu'il va louer à des festivaliers du Hellfest sans aucune appréhension. Moi je connais l'ambiance, je connais le mood, enfin, je sais que c'est des personnes hyper respectueuses malgré leurs airs de vikings. Franchement je suis même content de partager ce moment, ne faisant pas le festival cette année, je suis content de partager ce moment avec ces personnes. Le jeune homme de 29 ans est en effet un habitué du Hellfest. Connaissant bien le rythme et l'ambiance, il propose en plus de la chambre des services très appréciés. Et en fait c'est moi qui fais la navette aussi. Je les amène le matin et je les récupère le soir. Et ça les arrange totalement, ils peuvent profiter du festival à 100% puis passer des bonnes nuits parce que comme ça le lendemain on repart beaucoup mieux. Et en fait je me dis moi économiquement c'est intéressant mais ça aide aussi des personnes donc en fait ces doubles choses font que c'est hyper intéressant aujourd'hui. Après 4 heures de route depuis la Normandie, les 4 locataires arrivent enfin. Bonjour, bienvenue en enfer les gars. Salut Dimitri. Benjamin. Enchanté. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Dimitri sait recevoir. Je vous ai mis un kit de survie du Vendéen. La tireuse à bière, faut acheter des fûts, mais et deuxième kit de survie, ça s'appelle la planche à palais, les gars. Et en fait, tu jettes la pièce, faut se rapprocher plus vite du petit. C'est typiquement vendéen, ça. D'accord. Donc je vais pas jouer avec vous parce que je vais vous mettre une raclée, mais je vous apprendrai si vous voulez. La glace est rapidement brisée et aucun ne regrette de ne pas avoir choisi le camping. Mais on s'est dit 4 jours de camping, ça va être très compliqué. Donc on aimait bien un petit peu le confort à côté aussi. Et puis là, franchement, ouais, non, c'est royal. C'est excellent, enfin, en plus ils proposent de nous déposer et tout, enfin, c'est un peu une pépite ce logement-là. Je peux comprendre qu'il y a de l'appréhension parce que des festivaliers on sait jamais sur qui on peut tomber. En règle générale on est quand même dans le monde du métal, on est une grande famille quoi. Donc on a l'air méchant au premier abord mais après quand on les connaît c'est vrai qu'on est doux comme des agneaux ouais, comme vous dites. Pendant tout le week-end, Clisson, mais aussi toutes les communes aux alentours, vont donc vivre au rythme du plus gros festival de musiques extrêmes. 240 000 passionnés, doux comme des agneaux, sont attendus jusqu'à dimanche. Les Masters de pétanque de retour à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. La 24e édition de cette compétition rassemble les 7 meilleures équipes du monde et une équipe locale sur 7 étapes avant un tournoi final début septembre. L'étape de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, la 2e, aura lieu les 28 et 29 juin sur le parking de la Conserverie, transformé en boulodrome géant avec notamment une tribune de 1600 places. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 18h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne.